Vous savez, ce qui me trouble profondément depuis quelques années dans mon cabinet, dans mes lectures, dans les conversations que j'ai avec des hommes et des femmes de tous horizons, c'est ce silence étrange, presque inquiétant, que je commence à percevoir dans la bouche de certains hommes quand on leur pose la question simple, directe, presque banale, est-ce que tu as besoin d'une femme dans ta vie pour être heureux? Et la réponse, de plus en plus souvent, n'est pas une explosion de romantisme, n'est pas un grand discours sur l'amour, n'est pas ce que vous attendriez d'un homme de 50 ans qui a vécu, qui a aimé, qui a peut-être même divorcé. La réponse, c'est un sourire tranquille, un haussement d'épaule. Et parfois, juste parfois, un mot qui résonne comme une petite bombe dans le silence du cabinet. Non, non, il n'a pas besoin d'une femme pour être heureux. Et ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas de la blessure, ce n'est pas de la blessure, ce n'est pas de l'amertume déguisée en sagesse. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais pas vu dans les générations précédentes, avec cette intensité, cette clarté, cette sérénité presque déconcertante. Et je vais vous dire quelque chose d'important. Ce phénomène vous concerne directement, que vous ayez 45 ans ou 60 ans, que vous soyez divorcé depuis 2 ans ou depuis 10, que vous cherchiez à reconquérir votre ex ou à trouver quelqu'un de nouveau. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui va peut-être vous déranger, peut-être vous mettre un peu mal à l'aise. Mais je vous le promets, à la fin de cette conversation, vous aurez des outils concrets, réels, ancrés dans la science et dans la psychologie humaine pour comprendre ce qui se passe, pour ne pas rester sur le bord de la route et pour redevenir la femme que vous avez toujours été au fond de vous, celle qui mérite d'être choisie, désirée, respectée. Parce que oui, vous méritez cela. Et non, vous n'êtes pas en train de perdre la partie. Mais pour ne pas la perdre, il faut d'abord comprendre les règles du jeu qui ont changé. Et elles ont changé beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Je m'appelle Christophe André, je suis psychiatre et psychothérapeute depuis plus de 30 ans. J'ai écrit des livres sur les émotions, sur la méditation, sur la confiance en soi, sur la fragilité humaine et sur la beauté de vivre pleinement. Et aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que je observe avec une attention particulière depuis plusieurs années. Quelque chose qui touche directement les femmes de votre génération, quelque chose qui touche directement les femmes de votre génération. Celles qui ont entre 45 et 60 ans, celles qui ont souvent tout donné dans leur relation, qui ont construit des familles, qui ont sacrifié des rêves, qui ont aimé fort et qui se retrouvent parfois face à un vide qu'elles ne comprennent pas tout à fait. Imaginez cette scène. C'est un dimanche matin. Le soleil entre par les fenêtres d'un appartement propre, bien rangé. Sur la table de la cuisine, une seule tasse de café, un seul bol, une seule chaise tirée. Un homme d'une 50aine d'années est assis là, il lit, il écoute de la musique, peut-être il planifie un voyage qu'il va faire seul ou avec des amis. Il ne regarde pas son téléphone avec angoisse, il n'attend pas un message, il ne se demande pas si quelqu'un l'aime. Il est là entier, présent à lui-même et il est bien, profondément bien. Ce n'est pas une scène triste, ce n'est pas un homme brisé. C'est un homme qui a appris, souvent après une séparation douloureuse, souvent après des années de relations compliquées, à être heureux avec lui-même. Et cette image, je vous demande de la garder en tête parce que tout ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui tourne autour d'elle. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes abonné à cette chaîne? Parce que ce que je partage ici, ce n'est pas du contenu que vous trouverez facilement ailleurs, ce n'est pas du conseil de magazine, ce n'est pas de la psychologie de comptoir, c'est du vrai travail ancré dans des années de pratique clinique, dans des recherches sérieuses, dans des milliers de conversations avec des hommes et des femmes qui ont traversé exactement ce que vous traversez peut-être en ce moment. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant parce que la prochaine vidéo pourrait être celle qui change quelque chose d'essentiel dans votre vie et vous ne voudriez pas la manquer pour une simple question de clic. Revenons à notre sujet. Ce phénomène, ces hommes de plus en plus nombreux qui déclarent être heureux sans femme dans leur vie, ils ne tombent pas du ciel.
Il a des racines profondes, des causes multiples et il est le reflet d'une transformation sociale que nous vivons tous en ce moment, que nous le voulions ou non. Pendant des décennies, la norme sociale était claire. Un homme sans femme était un homme incomplet, un homme seul était un homme à plaindre, à aider, à marier au plus vite. La solitude masculine était vécue comme un échec, comme une anomalie, comme quelque chose à corriger. Et les femmes, souvent, sans le savoir, bénéficiaient de cette norme. Elles étaient, dans un sens très concret, nécessaires à l'équilibre émotionnel des hommes. Les hommes avaient besoin d'elles pour se sentir complets, pour gérer leurs émotions, pour donner un sens à leur vie quotidienne. Mais quelque chose a changé. Et ce changement, je l'observe dans mon cabinet depuis une dizaine d'années, mais il s'est accéléré de façon spectaculaire dans les 5 dernières années. Les hommes, notamment ceux qui ont vécu des séparations, des divorces, des ruptures douloureuses, ont commencé à faire quelque chose d'inédit dans leur histoire collective. Ils ont commencé à travailler sur eux-mêmes. Pas tous, bien sûr, pas de façon uniforme, mais une proportion significative d'hommes de 40 à 60 ans a commencé à consulter des thérapeutes, à lire des livres de développement personnel, à pratiquer la méditation, à rejoindre des groupes de parole, à explorer leur monde intérieur avec une curiosité et une honnêteté que leur père n'aurait jamais imaginé. Et le résultat de ce travail, c'est précisément cet homme assis seul à sa table le dimanche matin, heureux, serein, complet. Et voilà où ça devient important pour vous. Parce que si les hommes n'ont plus besoin d'une femme pour être heureux, si leur bonheur ne dépend plus de votre présence, alors la dynamique de la relation amoureuse change radicalement. Et si vous ne comprenez pas cette nouvelle dynamique, si vous continuez à vous comporter comme si les règles étaient les mêmes qu'il y a 20 ans, vous risquez de vous retrouver dans une position très inconfortable. Pas parce que vous êtes moins bien, pas parce que vous êtes moins bien, pas parce que vous avez moins de valeur, mais parce que vous jouez avec mauvaise carte dans un jeu qui a changé de règles. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Sophie, 48 ans, est venue me consulter il y a 2 ans et elle avait divorcé après 20 ans de mariage. Son ex-mari, Patrick, avait rapidement refait sa vie, non pas avec une autre femme, mais avec lui-même. Il s'était mis à courir des marathons, à voyager, à reprendre des études. Il semblait épanoui, léger, presque rayonnant. Et Sophie, qui avait pourtant été celle qui avait demandé le divorce, se retrouvait dans un état de confusion totale. Elle me disait « Je ne comprends pas, je pensais qu'il souffrirait plus que moi, je pensais qu'il aurait besoin de moi, et là, il est bien. » Comment c'est possible ? Cette confusion de Sophie, je la retrouve chez des dizaines de femmes que je rencontre. Et elle révèle quelque chose de fondamental sur nos croyances profondes concernant les hommes, le bonheur et la relation amoureuse. Nous avons été élevés, vous et moi, dans une culture qui nous disait que les hommes sont émotionnellement dépendants des femmes, que sans une femme pour les guider, les consoler, les organiser, les aimer, ils se perdent. Cette croyance, elle était peut-être vraie pour la génération de nos pères. Elle était peut-être partiellement vraie pour la génération de vos ex-maris quand ils avaient 30 ans. Mais aujourd'hui, pour une proportion croissante d'hommes, elle ne l'est plus. Et c'est là que réside le danger. Pas le danger abstrait, le danger très concret, très personnel, très intime, très intime. Parce que si votre ex-mari est en train de devenir cet homme qui n'a plus besoin de vous pour être heureux, qui a appris à se suffire à lui-même, qui a reconstruit son monde intérieur avec une solidité nouvelle, alors vous avez une fenêtre de temps limitée. Non pas pour le récupérer à tout prix, attention, je ne suis pas en train de vous dire de courir après quelqu'un qui ne vous convient pas, mais pour décider consciemment de ce que vous voulez, pour vous repositionner, pour ne pas vous laisser dépasser par une réalité que vous n'aviez pas vu venir. Parce que le pire scénario, celui que je vois se réaliser parfois dans mon cabinet, ce n'est pas que votre ex soit heureux sans vous.
Le pire scénario, c'est que vous ne soyez pas heureuse sans lui et que vous ayez perdu le temps nécessaire pour construire votre propre bonheur pendant que vous espériez qu'il revienne ou qu'il souffre. Et je vais vous dire quelque chose que peu de gens ont le courage de dire clairement. Si vous restez dans cet état d'attente passive, si vous continuez à vous définir par rapport à lui, si vous ne prenez pas en main votre propre transformation, alors oui, il y a un risque réel, pas seulement qu'il soit heureux sans vous, mais qu'il rencontre quelqu'un qui a fait ce travail sur elle-même. Quelqu'un qui rayonne de cette énergie particulière que donne la femme qui se connaît, qui s'aime, qui sait ce qu'elle veut. Et à ce moment-là, il ne s'agira plus de récupérer quelqu'un ou de prouver quelque chose. Il s'agira simplement de constater que vous avez laissé passer une opportunité, pas l'opportunité de le récupérer lui spécifiquement, l'opportunité de devenir la meilleure version de vous-même à un moment où c'était encore possible de faire la différence. Est-ce que je suis en train de vous faire peur ? Oui, un peu. Et je l'assume. Parce que la peur, quand elle est bien utilisée, quand elle n'est pas paralysante mais mobilisatrice, c'est un des moteurs les plus puissants du changement. Je le vois tous les jours dans mon travail clinique. Les gens ne changent pas quand tout va bien. Les gens changent quand ils comprennent clairement ce qu'ils risquent de perdre s'ils ne bougent pas. Alors je vous donne cette information non pas pour vous blesser, mais pour vous réveiller. Doucement mais clairement. Maintenant parlons de ce qui se passe vraiment dans la tête de ces hommes. Pourquoi sont-ils de plus en plus nombreux à choisir la solitude ou du moins à ne pas en avoir peur ? Il y a plusieurs facteurs et je vais vous les expliquer un par un parce que les comprendre est la première étape pour savoir comment vous positionner. Le premier facteur, c'est ce que j'appelle le coût émotionnel perçu de la relation. Pendant des années, beaucoup d'hommes ont vécu dans des relations où ils se sentaient incompris, critiqués, insuffisants. Ils n'arrivaient pas à exprimer leurs émotions de la bonne façon. Ils ne comprenaient pas les besoins de leur partenaire. Ils se sentaient constamment en train d'échouer à un test dont ils ne connaissaient pas les règles. Et après la séparation, quand ils ont découvert le calme de vivre seuls, quand ils ont réalisé qu'ils pouvaient prendre leurs décisions sans négociation, sans conflit, sans cette tension permanente, beaucoup ont éprouvé quelque chose de surprenant, du soulagement, un soulagement profond, presque honteux au début, mais réel. Et ce soulagement, avec le temps, s'est transformé en préférence. Pas nécessairement une préférence définitive pour la solitude, mais une préférence pour ne pas retourner dans une relation qui ressemble à ce qu'ils ont vécu. Le deuxième facteur, c'est la révolution du développement personnel masculin. Je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je veux m'y attarder parce que c'est vraiment nouveau. Pendant longtemps, le développement personnel était perçu comme féminin dans notre culture. Les hommes ne lisaient pas de livres sur les émotions. Les hommes ne méditaient pas. Les hommes n'allaient pas en thérapie ou s'ils y allaient, ils le cachaient. Mais quelque chose a changé dans les années 2010 et encore plus dans les années 2020. Une nouvelle génération de voix masculines, de coachs, de thérapeutes, d'auteurs a commencé à parler aux hommes dans leur langage. Des podcasts, des livres, des vidéos YouTube qui disent aux hommes « t'as le droit d'explorer ton monde intérieur, t'as le droit de ne pas vouloir souffrir, t'as le droit de choisir une vie qui te correspond ». Et les hommes ont répondu à ces messages avec un appétit que personne n'avait prévu. Résultat, des milliers, des dizaines de milliers d'hommes de 40, 50, 60 ans ont commencé à faire un travail sur eux-mêmes qui les a rendus plus stables, plus sereins, plus capables de gérer leur vie émotionnelle sans avoir besoin d'une partenaire pour le faire à leur place. Le troisième facteur, et celui-là, il est peut-être le plus dérangeant à entendre, c'est ce que la recherche en psychologie appelle le paradoxe du bonheur masculin post-séparation. Des études menées dans plusieurs pays européens, notamment en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, montrent que les hommes qui traversent une période de solitude après une séparation, s'ils utilisent cette période de façon active,
S'ils investissent dans leurs amitiés, dans leur hobby, dans leur santé physique, dans leur développement personnel, atteignent souvent des niveaux de satisfaction, de vie supérieurs à ceux qu'ils avaient dans leurs relations précédentes. Ce n'est pas une généralité absolue, ce n'est pas vrai pour tous les hommes, mais c'est un phénomène statistiquement mesurable et il est en augmentation. Et maintenant, je veux vous poser une question qui va peut-être vous surprendre. Est-ce que vous trouvez cela injuste? Est-ce que quelque chose en vous se révolte en entendant ça? Si c'est le cas, c'est normal, c'est même sain, parce que cela signifie que vous vous souciez de votre propre bonheur, que vous avez des attentes légitimes concernant l'amour et la relation, que vous ne voulez pas être laissé de côté pendant que les hommes font leur petite révolution personnelle dans leur coin. Et vous avez raison de vous en soucier. Mais voici ce que je veux vous dire. Et c'est peut-être la chose la plus importante de toute cette conversation. Ce que ces hommes ont fait, vous pouvez le faire aussi. Et souvent, vous pouvez le faire mieux. Parce que les femmes de votre génération, celles qui ont entre 45 et 60 ans, ont quelque chose que beaucoup d'hommes n'ont pas encore. Vous avez une intelligence émotionnelle forgée par des décennies de navigation dans des relations complexes, dans des rôles multiples, dans des situations qui demandaient une adaptabilité constante. Vous avez une résilience que vous ne mesurez pas toujours à sa juste valeur. Et vous avez, si vous choisissez de l'utiliser, une capacité de transformation personnelle qui est tout simplement remarquable. Mais, et c'est là que je dois être honnête avec vous, cette capacité ne se met pas en marche toute seule. Elle ne se met pas en marche dans l'attente. Elle ne se met pas en marche dans la nostalgie, elle se met en marche dans la nostalgie, elle se met en marche dans la décision délibérée de ne plus subir, mais de choisir. Et c'est exactement ce que nous allons travailler ensemble dans les prochaines heures. Et c'est exactement ce que nous allons travailler ensemble. Permettez-moi de vous parler d'un concept que j'utilise souvent dans mon travail thérapeutique et qui est particulièrement pertinent ici. C'est le concept de l'attractivité authentique. Pas l'attractivité au sens superficiel du terme, pas les vêtements, pas le maquillage, pas les stratégies de séduction que vous avez peut-être lues dans des magazines. L'attractivité authentique, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus durable. C'est cette qualité particulière que dégage une personne qui est pleinement elle-même, qui connaît ses valeurs, qui assume ses limites, qui vit en accord avec ce qui lui importe vraiment. Et cette qualité, elle est universellement perçue comme attractive par les hommes comme par les femmes dans toutes les cultures et à tous les âges. La recherche en neurosciences sociales est très claire là-dessus. Quand nous rencontrons quelqu'un qui dégage cette authenticité, notre cerveau répond de façon mesurable. Les zones associées à la confiance, à l'intérêt, à l'attraction s'activent. Et inversement, quand nous rencontrons quelqu'un qui joue un rôle, qui essaye de plaire à tout prix, qui cache ses véritables émotions derrière une façade, notre cerveau détecte l'incongruence, même si nous n'en sommes pas conscients. Et il se méfie, il recule, il s'éloigne. Or, voici ce que j'observe chez beaucoup de femmes après une séparation ou un divorce. Elles entrent dans un mode que j'appelle le mode de la performance. Elles essaient de montrer qu'elles vont bien alors qu'elles ne vont bien alors qu'elles ne vont pas bien. Elles essaient de paraître heureuses sur les réseaux sociaux. Elles adoptent des comportements qui ne leur ressemblent pas pour essayer de récupérer l'attention de leur ex ou pour prouver à l'entourage qu'elles s'en sortent. Et ce mode de performance, aussi compréhensible qu'il soit, est exactement l'opposé de l'attractivité authentique. Il crée une distance entre vous et les autres, y compris l'homme que vous aimez peut-être encore et surtout entre vous et vous-même. Alors voilà la première chose concrète que je veux vous proposer. Pas une technique de manipulation, pas un script pour envoyer le bon message au bon moment. Quelque chose de beaucoup plus fondamental, je veux vous inviter à faire ce que j'appelle un inventaire de votre authenticité. Asseyez-vous, prenez un carnet et répondez honnêtement à ces questions. Quand est-ce que j'ai arrêté d'être vraiment moi-même dans ma relation ?
À quel moment ai-je commencé à jouer un rôle plutôt qu'à vivre ma vérité? Quelles sont les choses que j'aimais faire, que je pensais, que je ressentais, que j'ai mises de côté pour m'adapter à l'autre? Et maintenant, aujourd'hui, est-ce que je suis en train de me retrouver ou est-ce que je continue à jouer un rôle, mais cette fois pour une audience différente? Ces questions ne sont pas anodines. Elles peuvent faire remonter des choses difficiles, mais elles sont le point de départ de tout, parce que la femme qui se retrouve elle-même, qui renoue avec ses valeurs profondes, avec ses désirs authentiques, avec sa façon d'être dans le monde qui lui est vraiment propre, cette femme devient automatiquement plus attractive, pas parce qu'elle a changé de coiffure, pas parce qu'elle a perdu du poids, parce qu'elle rayonne quelque chose que les gens autour d'elle perçoivent immédiatement et qui s'appelle la congruence intérieure. Maintenant, je veux vous parler d'une autre dimension de ce phénomène, celle qui concerne directement la question du titre de cette vidéo. Pourquoi de plus en plus d'hommes sont heureux sans femme? Et pourquoi ça dérange? La réponse à la deuxième partie de la question, pourquoi ça dérange, est en réalité très révélatrice. Ça dérange parce que cela remet en question une croyance fondamentale que beaucoup de femmes ont intériorisée sans même s'en rendre compte, la croyance que leur valeur, leur importance, leur nécessité dans le monde est liée à leur rôle dans la vie d'un homme. Et quand les hommes semblent dire collectivement « je n'ai pas besoin de vous », cette croyance est attaquée à sa racine et ça fait mal, ça fait vraiment mal. Mais voici ce que je veux vous dire et je veux que vous l'entendiez clairement avec toute la conviction que j'ai après 30 ans de pratique clinique. Cette douleur n'est pas le signe que vous avez moins de valeur, cette douleur est le signe que vous avez construit une partie de votre identité sur une fondation qui n'était pas assez solide. Et maintenant, vous avez l'opportunité, peut-être la meilleure opportunité de votre vie adulte, de reconstruire cette fondation sur quelque chose de beaucoup plus durable, de beaucoup plus vôtre, de beaucoup plus vôtre. Les femmes de 45 à 60 ans sont, de mon point de vue de psychiatre et de thérapeute, dans une des périodes les plus fascinantes et les plus riches de leur existence et les plus riches de leur existence. Je sais que ça peut sembler contre-intuitif quand on se sent seul, quand on doute de son attractivité, quand on regarde son corps changer et qu'on ne reconnaît pas toujours ce qu'on voit dans le miroir. Mais c'est la vérité clinique et humaine que j'observe. Cette période, quand elle est traversée avec conscience et avec courage, peut être une période de floraison extraordinaire. Une période où vous vous débarrassez enfin des rôles que vous avez joués pendant des décennies, où vous découvrez qui vous êtes vraiment quand personne ne vous regarde, où vous construisez une vie qui vous ressemble profondément. Et voici quelque chose d'intéressant, quelque chose que j'observe régulièrement et qui va peut-être vous surprendre. Les hommes qui ont fait ce travail sur eux-mêmes, ces hommes heureux, sans femmes dont nous parlons depuis le début, ils ne sont pas indifférents aux femmes, ils ne sont pas devenus misanthropes ou misogynes, au contraire. Ils sont devenus beaucoup plus exigeants, beaucoup plus sélectifs. Ils ne cherchent plus une femme pour remplir un vide, pour gérer leur vie émotionnelle, pour leur donner un sens. Ils cherchent une femme qui soit elle aussi complète en elle-même. Une femme qui apporte quelque chose de réel, de substantiel, de vivant à la relation. Une femme qui n'a pas besoin d'eux pour être heureuse, mais qui choisit d'être avec eux parce que cette relation enrichit une vie qui est déjà belle. Vous voyez ce que cela implique ? Cela implique que la stratégie qui consistait à se rendre indispensable, à être là pour tout, à anticiper tous les besoins, à se fondre dans la relation jusqu'à disparaître, cette stratégie ne fonctionne plus avec ces hommes-là. Elle ne fonctionne même pas, elle les repousse. Ce qui attire ces hommes, c'est exactement le contraire. C'est une femme qui a sa propre vie, ses propres passions, ses propres amis, ses propres projets. Une femme qui n'attend pas qu'un homme lui donne la permission d'être heureuse. Une femme qui, quand elle entre dans une relation, le fait par choix, par désir, par amour véritable, et non par peur de la solitude ou par besoin de validation. Et là, je veux m'arrêter un moment et vous demander quelque chose d'honnête. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose dans ce que je viens de décrire? Est-ce que vous avez peut-être, dans votre relation passée ou dans vos relations en général, eu tendance à vous effacer un peu trop?
à mettre vos besoins en dernier, à construire votre bonheur autour de celui de l'autre. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. C'est un schéma extrêmement commun chez les femmes de votre génération et il a des racines profondes dans la façon dont vous avez été élevé, dans les modèles que vous avez observés, dans les messages que la culture vous a envoyés depuis votre enfance. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une programmation. Et comme toute programmation, elle peut être reprogrammée. Mais voici l'urgence que je veux vous communiquer maintenant et je veux que vous la sentiez vraiment. Pendant que vous lisez ces mots, pendant que vous regardez cette vidéo, pendant que vous réfléchissez à tout cela, votre ex-mari ou l'homme que vous aimez est peut-être en train de devenir cet homme serein, complet, qui n'a plus besoin de vous pour être heureux. Et le temps que vous avez pour vous repositionner, pour redevenir cette femme magnétique et authentique que vous pouvez être, ce temps n'est pas infini. Il ne s'agit pas de courir, il ne s'agit pas de paniquer. Il s'agit d'agir maintenant de façon délibérée, de façon consciente, avec la clarté de quelqu'un qui a compris les enjeux. Parce que voici ce qui peut se passer si vous ne faites rien, si vous restez dans cet état d'attente, dans cette posture passive où vous espérez que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, où vous attendez un signe de lui, un message, un retour. Vous risquez de vous retrouver dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans exactement la même situation, mais avec moins d'énergie, moins de confiance, moins de clarté. Et lui, pendant ce temps, il aura peut-être rencontré quelqu'un, pas nécessairement une femme plus jeune, pas nécessairement une femme plus belle, mais une femme qui rayonne de cette énergie particulière dont je vous parlais. Cette énergie de la femme qui s'est retrouvée elle-même, qui n'a pas besoin d'être sauvée, qui choisit plutôt qu'elle ne subit. Et à ce moment-là, la fenêtre sera fermée, non pas parce que vous n'êtes pas assez bien, mais parce que vous n'avez pas agi au bon moment. Je sais que c'est difficile à entendre, je sais que ça peut faire mal, mais je vous le dis avec tout le respect et toute l'affection que j'ai pour les femmes qui traversent ces moments difficiles, parce que j'en ai accompagné des centaines dans mon cabinet et parce que je sais de quoi je parle. La douleur d'agir maintenant est infiniment plus petite que la douleur de regretter plus tard. Alors parlons de ce qu'il faut faire concrètement, parce que c'est ça qui compte. Pas les grandes théories, pas les beaux discours, les actions concrètes, les changements réels, les transformations mesurables que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui. La première chose, et c'est peut-être la plus contre-intuitée, c'est d'arrêter de vous concentrer sur lui et de commencer à vous concentrer sur vous. Je sais, vous avez peut-être déjà entendu ça. Peut-être même que ça vous agace un peu parce que ça semble trop simple, trop évident. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est en réalité la chose la plus stratégique que vous puissiez faire et pas seulement pour votre bien-être personnel. Quand vous vous concentrez sur lui, quand vous analysez chacun de ses messages, chacun de ses comportements, quand vous essayez de deviner ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il veut, vous faites 2 choses qui vous nuisent profondément. Premièrement, vous dépensez une énergie mentale et émotionnelle considérable sur quelque chose que vous ne contrôlez pas. Et en psychologie, nous savons que concentrer son attention sur ce qu'on ne contrôle pas est une des recettes les plus sûres pour l'anxiété, pour la rumination, pour l'épuisement émotionnel. Deuxièmement, et c'est encore plus important, vous émettez une énergie que les autres perçoivent pas de façon mystique, de façon très concrète. Quand vous êtes dans cet état de surveillance anxieuse, de concentration obsessionnelle sur l'autre, cela se voit dans votre façon de parler, dans votre langage corporel, dans vos interactions. Et cela crée exactement l'effet inverse de celui que vous recherchez. Au lieu d'attirer, cela repousse. Inversement, quand vous vous concentrez sur vous, quand vous investissez votre énergie dans votre propre croissance, dans vos propres projets, dans votre propre bonheur, quelque chose de votre propre bonheur, quelque chose de remarquable se produit, vous commencez à rayonner cette énergie dont je vous parlais et les gens autour de vous, y compris peut-être votre ex, le perçoivent. Pas parce que c'est de la magie, parce que c'est de la physique sociale, pas parce que c'est de la physique sociale,
Parce que les gens sont attirés par ceux qui semblent vivre pleinement, qui semblent avoir un but, qui semblent être en mouvement vers quelque chose. Donc, la première action concrète que je vous propose, c'est de définir un projet personnel, pas un projet pour lui prouver quelque chose. Un projet pour vous, quelque chose que vous avez toujours voulu faire et que vous avez mis de côté, apprendre une langue, reprendre un instrument de musique, écrire, voyager seul, commencer un cours de danse, de peinture, de cuisine, gastronomique, peu importe le contenu spécifique. Ce qui compte, c'est que ce projet soit vraiment le vôtre, qu'il vous enthousiasme, qu'il vous donne envie de vous lever le matin avec quelque chose à faire qui n'a rien à voir avec votre situation sentimentale. Et voici pourquoi c'est si important psychologiquement. Quand nous avons un projet qui nous tient à cœur, notre cerveau produit de la dopamine. Pas la dopamine de l'attente anxieuse, pas la dopamine de la vérification compulsive du téléphone, mais la dopamine de l'anticipation positive, de la progression, de la création. Et cette dopamine change littéralement votre état intérieur, votre façon de vous percevoir, votre façon d'interagir avec le monde. Elle vous rend plus vivante, plus présente, plus attractive dans le sens le plus profond du terme. La deuxième chose concrète que je veux vous proposer, c'est de travailler sur ce que j'appelle votre récit intérieur. Chacun d'entre nous a une histoire qu'il se raconte sur lui-même, sur sa valeur, sur ce qu'il mérite, sur ce qui est possible pour lui. Et après une séparation, ce récit intérieur est souvent très abîmé. Il est rempli de messages comme je ne suis plus assez jeune, je ne suis plus assez attirante, j'ai raté ma chance, personne ne voudra de moi à mon âge, je suis trop compliqué, trop exigeant, trop ceci, pas assez cela. Ces messages, vous les connaissez. Peut-être que vous les entendez en ce moment même pendant que vous regardez cette vidéo. Et voici ce que je veux vous dire sur ces messages. Ils ne sont pas la vérité, ils sont le produit d'une période de vulnérabilité, d'une blessure émotionnelle non traitée, d'une culture qui a trop longtemps dit aux femmes que leur valeur diminue avec l'âge. Ce sont des mensonges habillés en vérité et le travail que je vous propose, c'est de les identifier, de les nommer et de les remplacer par des affirmations qui correspondent à la réalité de qui vous êtes. Je ne vous parle pas d'affirmations positives naïves du genre « je suis belle et tout le monde m'aime ». Ce n'est pas de la psychologie sérieuse et vous le savez. Je vous parle d'affirmations basées sur des preuves réelles. Qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie? Quelles difficultés avez-vous surmontées? Quelles qualités reconnaissent en vous les gens qui vous connaissent vraiment? Quels moments de votre vie vous ont montré que vous êtes capable de bien plus que ce que vous croyez en ce moment? Prenez ces preuves réelles, concrètes, et construisez votre récit sur elles. Ce travail fait régulièrement change profondément la façon dont vous vous percevez et dont vous vous présentez au monde. La troisième chose, et celle-ci est peut-être la plus puissante de toutes, c'est de reconstruire ou de renforcer votre vie sociale, pas votre vie amoureuse, votre vie sociale au sens large. Vos amitiés, vos liens familiaux choisis, vos communautés d'intérêt. Parce que voici quelque chose que la recherche en psychologie positive démontre de façon très robuste. La qualité de nos relations sociales est le prédicteur le plus fiable de notre bonheur et de notre santé mentale, bien plus que notre situation sentimentale, bien plus que notre statut professionnel, bien plus que notre statut professionnel, bien plus que notre statut professionnel. Les femmes qui ont une vie sociale riche, qui ont des amis avec qui elles peuvent être vraiment elles-mêmes, des personnes dans leur vie qui les connaissent, qui les voient, qui les apprécient pour ce qu'elles sont. Ces femmes traversent les crises sentimentales avec une résilience bien supérieure à celles qui ont mis tous leurs œufs dans le panier de la relation amoureuse. Elles sont aussi, paradoxalement, bien plus attractives pour les hommes. Parce qu'un homme qui rencontre une femme qui a une vie sociale riche, qui a des amis, des projets, des engagements, une femme qui n'a pas besoin de lui pour remplir son agenda, cette femme lui semble immédiatement plus intéressante, cette femme lui semble immédiatement plus intéressante.
plus désirable, plus précieuse. Donc si votre vie sociale s'est appauvrie pendant votre relation, si vous avez négligé des amitiés, si vous vous êtes isolé, c'est le moment de réparer ça, pas de façon artificielle, pas en organisant des soirées pour montrer que vous allez bien, mais en prenant le téléphone et en appelant quelqu'un que vous aimez et que vous n'avez pas appelé depuis trop longtemps, en acceptant l'invitation que vous avez refusée la semaine dernière parce que vous n'aviez pas envie de sortir, en rejoignant un groupe, une association, un club, un cours, n'importe quoi qui vous mette en contact régulier avec des gens qui partagent quelque chose avec vous. Maintenant, je veux aborder quelque chose de plus délicat, quelque chose que j'aborde souvent dans mon cabinet, mais rarement en public. C'est la question de la sexualité et du désir après 50 ans. Parce que c'est une dimension fondamentale de votre attractivité, de votre bien-être, et elle est trop souvent ignorée ou minimisée, surtout pour les femmes de votre génération. Notre culture a un message très clair et très dommageable pour les femmes de plus de 50 ans concernant la sexualité. Ce message, c'est fini pour vous. Vous êtes ménopausé ou en périménopause, votre corps a changé, les hommes préfèrent les femmes plus jeunes, vous devriez vous résigner. Ce message est non seulement faux, il est aussi profondément injuste et scientifiquement inexact. La recherche sur la sexualité féminine, après la cinquantaine, montre quelque chose de remarquable. Beaucoup de femmes, libérées des contraintes de la maternité, libérées de certaines inhibitions sociales, libérées d'une relation qui peut-être ne les satisfaisait plus, découvrent après 50 ans une dimension de leur sexualité qu'elles n'avaient jamais vraiment explorée. Une liberté, une connaissance d'elles-mêmes, une capacité à exprimer leurs désirs et leurs besoins avec une clarté qu'elles n'avaient pas à 30 ans. Et cette vitalité sexuelle, cette connexion avec votre propre désir, est une composante essentielle de l'attractivité authentique dont je vous parlais. Ce n'est pas une question de performance. Ce n'est pas une question de performance. Ce n'est pas une question de ressembler à un modèle de magazine. C'est une question de connexion avec votre propre corps, avec votre propre énergie vitale, avec ce feu intérieur qui, quand il est vivant, se perçoit dans votre façon de marcher, de parler, de regarder les gens dans les yeux. Alors, comment entretenir ce feu? Il y a plusieurs façons et elles sont toutes ancrées dans des pratiques concrètes. Premièrement, prenez soin de votre corps, non pas pour lui ressembler à quelqu'un d'autre, mais pour vous sentir vivante dans le vôtre. L'exercice physique régulier, pas nécessairement intensif, mais régulier, a des effets mesurables sur la confiance en soi, sur l'humeur, sur l'énergie, sur la libido. La recherche est très claire là-dessus. 30 minutes de marche rapide par jour changent votre chimie cérébrale de façon significative. Deuxièmement, explorez ce qui vous plaît, pas ce qui est supposé vous plaire, ce qui vous plaît vraiment. Dans la nourriture, dans la musique, dans l'art, dans les sensations physiques, cultivez votre sensorialité. Soyez présente dans votre corps, pas dans votre tête. Troisièmement, si vous avez des inhibitions ou des blocages liés à votre sexualité, si vous portez des blessures de votre relation passée dans ce domaine, envisagez sérieusement d'en parler à un thérapeute. Non pas parce que vous avez quelque chose qui ne va pas, mais parce que vous méritez de vivre pleinement cette dimension de votre existence. Permettez-moi maintenant de vous parler d'une histoire réelle, une histoire qui illustre parfaitement tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici. Isabelle avait 52 ans quand elle est venue me consulter. Elle venait de divorcer après 25 ans de mariage. Son ex-mari, Bernard, avait rapidement semblé aller mieux. Il s'était inscrit à un club de randonnée, il avait repris la guitare et paraissait épanoui. Et Isabelle, elle, était dans un état de confusion et de douleur que je vois souvent dans ces situations. Elle me disait: je ne comprends pas comment il peut être bien, alors que moi, je souffre tellement. Est-ce qu'il ne m'a jamais vraiment aimé? Est-ce que notre vie ensemble ne signifiait rien pour lui?
Et dans notre travail ensemble, nous avons découvert quelque chose d'important. La souffrance d'Isabelle n'était pas seulement liée à la perte de Bernard, elle était liée à la perte d'une identité qu'elle avait construite entièrement autour de lui. Pendant 25 ans, Isabelle avait été la femme de Bernard. Elle avait organisé sa vie autour de lui, de ses besoins, de ses préférences, de ses humeurs. Et quand Bernard est parti, elle ne savait plus qui elle était. Elle était face à un vide identitaire qui était beaucoup plus douloureux que la perte de la relation elle-même. Nous avons travaillé pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, Isabelle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a repris ses études. Elle avait toujours voulu faire de la psychologie, mais avait abandonné ce projet pour suivre Bernard dans sa carrière. Elle a recommencé à peindre, une passion qu'elle avait complètement mise de côté. Elle a renoué avec des amis qu'elle avait négligés. Elle a voyagé seule pour la première fois de sa vie à 53 ans en Grèce. Et elle m'a dit que c'était une des expériences les plus transformatrices de son existence. Et voici ce qui s'est passé ensuite. Bernard a commencé à lui envoyer des messages, pas des messages de réconciliation, pas des déclarations d'amour, mais des messages qui disaient en substance « Tu as l'air différente, tu as l'air bien, qu'est-ce qui se passe ?» Et Isabelle, depuis la position de force qu'elle avait construite, a pu répondre à ces messages avec une clarté et une sérénité qu'elle n'aurait pas eue 2 ans plus tôt. Elle n'a pas couru vers lui. Elle n'a pas joué les indifférentes non plus. Elle a simplement été elle-même pleinement et elle a laissé Bernard décider ce qu'il voulait faire avec ça. Je vous raconte cette histoire non pas pour vous dire que votre ex va forcément revenir si vous faites ce travail. Ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une formule magique, mais pour vous montrer que la transformation que je vous décris est réelle, qu'elle est possible et qu'elle a des effets concrets sur votre vie, sur votre bien-être, sur votre attractivité, et parfois, oui, sur la façon dont les autres vous perçoivent, y compris les hommes que vous avez aimés. Maintenant, je veux vous parler d'un aspect de ce phénomène qui me tient particulièrement à cœur et qui est lié à la question de la communication dans les relations. Parce que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'hommes se sentent mieux seuls, c'est qu'ils ont vécu des années dans des relations où la communication était douloureuse, frustrante, épuisante. Et je vais être honnête avec vous, dans beaucoup de ces cas, les 2 parties portent une responsabilité. Les hommes qui ne savaient pas exprimer leurs émotions, qui se fermaient au lieu de s'ouvrir, qui fuyaient le conflit au lieu de le traverser, et les femmes qui parfois, sans le vouloir, ont adopté des styles de communication qui ont contribué à cette dynamique. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Je le dis parce que comprendre comment vous communiquez, identifier vos patterns de communiquer, savoir comment vous gérez le conflit, comment vous exprimez vos besoins, comment vous réagissez quand vous vous sentez blessé ou ignoré, tout cela est absolument essentiel si vous voulez construire une relation saine et durable, que ce soit avec votre ex ou avec quelqu'un de nouveau. Il y a un concept en psychologie des relations que j'utilise beaucoup. C'est le concept de la communication non violente développé par Marshall Rosenberg. L'idée centrale est simple mais profonde. Quand nous communiquons à partir de nos besoins profonds plutôt qu'à partir de nos jugements et de nos reproches, nous créons une connexion beaucoup plus authentique et beaucoup plus efficace. Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », ce qui est un jugement et qui provoque immédiatement une réaction défensive, on dit « quand tu regardes ton téléphone pendant que je parle, je me sens invisible et j'ai besoin de me sentir importante pour toi ». Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une garantie que l'autre va changer, mais c'est une façon de parler qui ouvre la conversation au lieu de la fermer, qui invite l'autre à vous rejoindre plutôt que de le pousser à se défendre. Et voici ce que j'observe dans mon travail, les femmes qui apprennent à communiquer de cette façon, qui apprennent à exprimer leurs besoins sans attaque ni victimisation, qui apprennent à écouter vraiment au lieu d'attendre leur tour de parler. Ces femmes transforment radicalement la qualité de leur relation, pas seulement leurs relations amoureuses, toutes leurs relations.
leur relation avec leurs enfants, avec leurs amis, avec leurs collègues. Et cette transformation a un effet direct sur leur attractivité parce qu'être avec quelqu'un qui sait vraiment communiquer, mais qui vous fait vous sentir entendu et compris, c'est une des expériences les plus précieuses et les plus rares qui soient. Alors voici un exercice pratique que je vous propose sur la communication. La prochaine fois que vous avez envie de critiquer, de reprocher, de vous plaindre dans une conversation, faites une pause, juste une pause de quelques secondes et demandez-vous: quel est mon besoin profond dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin que cette personne sache ou comprenne? Et ensuite, essayez d'exprimer ce besoin directement, sans détour, sans manipulation, sans dramatisation, sans... juste clairement, simplement, honnêtement. C'est difficile au début, c'est très difficile à même, mais avec de la pratique, cela devient naturel. Et les effets sur vos relations sont spectaculaires. Je veux maintenant vous parler d'un autre élément fondamental que j'observe dans ces histoires d'hommes heureux, sans femme, et qui concerne directement votre pouvoir d'attraction. C'est la question de l'indépendance émotionnelle. Non pas l'indépendance froide, distante, qui dit j'ai besoin de personne et je n'ai besoin d'aucune aide, mais l'indépendance saine, celle qui dit je suis capable de me rendre heureuse moi-même. Et donc quand je suis avec toi, c'est parce que je le choisis, pas parce que j'en ai besoin. Cette distinction est fondamentale. Et elle est au cœur de ce qui rend ces hommes dont nous parlons si difficiles à atteindre avec les stratégies classiques. Parce que les stratégies de séduction traditionnelle, elles fonctionnent sur la dépendance. Elles fonctionnent sur le besoin. Elles disent, en substance, tu as besoin de moi, je vais te le prouver. Mais un homme qui n'a plus besoin d'une femme pour être heureux n'est pas sensible à ces stratégies. Ce qui l'attire, c'est quelqu'un qui, comme lui, n'a pas besoin de lui pour être heureuse, quelqu'un qui le choisit librement. Et cette liberté, cette légèreté, cette absence de dépendance, elle est irrésistiblement attractivée. Alors comment développer cette indépendance émotionnelle ? C'est un travail qui prend du temps, mais il commence par un geste simple. Il commence par apprendre à se consoler soi-même, par apprendre à traverser les moments difficiles sans avoir besoin que quelqu'un d'autre les rende supportables, par développer ce que les psychologues appellent la régulation émotionnelle, la capacité à gérer ses propres états intérieurs sans en faire la responsabilité de l'autre. Concrètement, cela signifie développer une boîte à outils émotionnels personnels, des pratiques, des habitudes, des ressources qui vous aident à traverser les moments difficiles. Pour certaines, c'est la méditation. Pour d'autres, c'est l'exercice physique. Pour d'autres encore, c'est l'écriture, la musique, la nature, la conversation avec une amie de confiance. L'important, c'est que vous ayez ces ressources, que vous les utilisiez régulièrement et que vous ne dépendiez pas uniquement d'une seule personne, votre partenaire, pour vous aider à aller bien. Et voici quelque chose de paradoxal mais de vrai. Quand vous avez développé cette indépendance émotionnelle, quand vous savez vous consoler, vous soutenir, vous réjouir par vous-même, vous devenez paradoxalement une meilleure partenaire. Parce que vous n'apportez plus dans la relation votre anxiété, votre besoin de validation, votre peur de l'abandon. Vous apportez votre plénitude, votre sécurité intérieure, votre capacité à être vraiment présente à l'autre sans être absorbé par lui. Permettez-moi de vous parler d'un autre aspect de ce sujet qui est souvent négligé et qui est pourtant d'une importance capitale. C'est la question de l'estime de soi et de la façon dont elle se construit et se maintient après 50 ans. Parce que l'estime de soi, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, n'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. C'est quelque chose que vous construisez, que vous pouvez perdre et retrouver. Et elle est directement liée à vos actions, à vos comportements, à vos choix quotidiens. La recherche en psychologie, notamment les travaux de Kristin Neff sur l'autocompassion et ceux de Nathaniel Branden sur l'estime de soi, montrent que l'estime de soi saine se construit sur 3 piliers.
Le premier, c'est l'intégrité, le fait de vivre en accord avec ses valeurs, de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on pense. Le deuxième, c'est la compétence, le fait de s'engager dans des activités où on peut progresser, apprendre, réussir. Le troisième, c'est la connexion, le fait d'avoir des relations authentiques où on se sent vu et apprécié pour ce qu'on est vraiment. Quand vous travaillez sur ces trois piliers, quand vous faites des choix alignés avec vos valeurs, quand vous développez de nouvelles compétences, quand vous cultivez des relations authentiques, votre estime de soi se renforce naturellement et cette estime de soi renforcée change tout. Elle change la façon dont vous vous tenez dans l'espace, elle change la façon dont vous parlez de vous-même, elle change la façon dont vous réagissez aux critiques, aux rejets, aux difficultés, et elle change profondément et durablement la façon dont les autres vous perçoivent. Voici une pratique concrète que je vous recommande pour renforcer votre estime de soi. Chaque soir, pendant 5 minutes, notez dans un carnet 3 choses que vous avez faites dans la journée qui étaient en accord avec vos valeurs. Pas des grandes choses nécessairement. Peut-être que vous avez dit non à quelque chose qui ne vous convenait pas. Peut-être que vous avez été honnête dans une conversation difficile. Peut-être que vous avez pris soin de votre corps. Peut-être que vous avez fait quelque chose de gentil pour quelqu'un sans attendre de retour. Ces petits actes, quand vous les reconnaissez et les célébrez régulièrement, construisent une image de vous-même comme quelqu'un de valeur, quelqu'un de cohérent, quelqu'un qui mérite d'être respecté et aimé. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui est au cœur de ce phénomène dont nous parlons depuis le début et qui est peut-être la partie la plus importante de toute cette conversation. C'est la question de ce que j'appelle le magnétisme de la femme qui se connaît. Parce que j'ai utilisé le mot attractivité plusieurs fois et je veux maintenant vous expliquer précisément ce que j'entends par là dans le contexte de la psychologie masculine contemporaine. Les hommes qui ont fait un travail sur eux-mêmes, ces hommes dont nous avons parlé, ces hommes heureux sans femmes, ils ont développé une sensibilité particulière à certaines qualités chez les femmes. Des qualités qui ne sont pas liées à l'apparence physique, même si l'apparence joue toujours un rôle, des qualités qui sont liées à la façon d'être, à la présence, à ce que j'appelle le magnétisme de la femme qui se connaît. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie une femme qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Une femme qui peut dire non sans se justifier pendant 10 minutes. Une femme qui a des opinions, des goûts, des passions qui lui appartiennent vraiment. Une femme qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir bien dans sa peau. Une femme qui est capable de désaccord sans drama, de vulnérabilité sans effondrement, de force sans dureté. Cette femme, quand elle entre dans une pièce, quelque chose se passe. Pas parce qu'elle est la plus belle, pas parce qu'elle est la plus jeune, mais parce qu'elle est là vraiment la présente, solide, vivante. Et cette présence, cette solidité, cette vitalité, c'est ce qui attire les hommes qui ont fait leur travail intérieur, pas les hommes qui cherchent quelqu'un à sauver ou quelqu'un qui a besoin d'eux. Les hommes qui veulent une égale, une partenaire, quelqu'un qui apporte autant qu'ils apportent. Et voici la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle de tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Vous pouvez devenir cette femme, pas en changeant qui vous êtes, en révélant qui vous êtes déjà au fond de vous, en enlevant les couches de peur, de doute, de performance, de rôle joué pour retrouver la femme authentique, solide et vivante que vous avez toujours été, mais que les années de compromis, d'adaptation, de mise de côté de soi-même ont peut-être un peu étouffé. Ce travail n'est pas facile. Il demande du courage, il demande de la persévérance, il demande parfois de l'aide d'un thérapeute, d'un coach, d'un groupe de soutien, mais il est possible. Et les femmes qui le font, je les vois dans mon cabinet, elles se transforment d'une façon qui est parfois spectaculaire. Elle retrouve une légèreté, une joie, une énergie qu'elle pensait avoir perdue pour toujours. Et cette transformation, elle rayonne sur tout leur entourage.
Je veux maintenant vous parler d'un aspect pratique très concret qui concerne spécifiquement les femmes qui veulent peut-être reconquérir leur ex ou qui veulent au moins comprendre pourquoi il est parti et comment éviter de répéter les mêmes erreurs. Parce que j'entends souvent cette question dans mon cabinet et dans mes conférences, qu'est-ce qui fait qu'un homme part et qu'est-ce qui pourrait le faire revenir? Et ma réponse qui est basée sur des années d'observation clinique et sur la recherche en psychologie des couples est peut-être différente de ce que vous attendez. Les hommes ne partent pas principalement à cause de problèmes pratiques, de divergences sur l'argent ou l'éducation des enfants. Ils ne partent pas principalement à cause de conflits. Ils partent principalement parce qu'ils se sont sentis seuls, seuls dans la relation, incompris, invisibles. Comme si leur présence ne comptait pas vraiment, comme si ce qu'ils ressentaient n'était pas important, comme si leur façon d'être dans le monde était constamment jugée, corrigée, insuffisante. Je sais que c'est difficile à entendre. Parce que vous aussi peut-être vous vous êtes senti seul dans cette relation. Vous aussi peut-être vous vous êtes senti incomprise et vous avez raison. La solitude dans le couple est souvent partagée, même si elle s'exprime différemment. Mais comprendre comment votre ex a vécu cette solitude, comprendre ce dont il avait besoin et qu'il n'a peut-être pas su demander ou que vous n'avez peut-être pas su donner, ce n'est pas une question de culpabilité. C'est une question de compréhension. Et cette compréhension est précieuse, non pas pour revenir en arrière, mais pour aller de l'avant avec plus de sagesse. Les hommes ont besoin, dans une relation, de se sentir admirés. Pas adulé, pas flatté de façon artificielle, admiré authentiquement pour quelque chose de réel, pour leur intelligence, leur humour, leurs compétences dans un domaine particulier, leur façon de gérer une situation difficile. Cette admiration, quand elle est sincère, est pour beaucoup d'hommes un carburant émotionnel essentiel. Et dans beaucoup de couples de longue durée, cette admiration s'est érodée. Elle a été remplacée par la critique, par le reproche, par le silence, par l'indifférence. Et quand un homme ne se sent plus admiré par la femme qu'il aime, quelque chose d'essentiel se brise en lui. Quelque chose d'essentiel se brise en lui. Les hommes ont aussi besoin de se sentir capables de vous rendre heureuse, capables de résoudre les problèmes, capables d'être à la hauteur de ce que vous attendez d'eux. Et quand ils ont l'impression de constamment échouer à ce test, quand ils ont l'impression que quoi qu'ils fassent, ce n'est jamais assez, ils se découragent, ils se retirent, ils cherchent un espace où ils peuvent se sentir compétents, efficaces, valables. Et parfois cet espace, c'est leur vie seule. Je ne vous dis pas tout ça pour vous faire porter la responsabilité de la séparation. La responsabilité est toujours partagée dans une relation et il y a des situations, des relations abusives, des relations toxiques, des relations où l'un des partenaires n'a pas fait sa part, où la responsabilité n'est clairement pas équilibrée. Mais dans la majorité des cas, dans les relations ordinaires qui se sont dégradées, progressivement, les deux personnes ont contribué à la dégradation sans nécessairement s'en rendre compte. Et comprendre sa propre contribution sans se flageller, mais avec honnêteté est une étape essentielle pour ne pas répéter les mêmes schémas. Alors voici une autre pratique que je vous propose. Prenez un moment dans les prochains jours pour faire ce que j'appelle un bilan relationnel honnête. Pas pour vous culpabiliser encore une fois, mais pour apprendre. Demandez-vous, dans ma relation passée, quand est-ce que j'ai exprimé de l'admiration sincère ? Quand est-ce que j'ai laissé l'autre se sentir capable et compétent? Quand est-ce que j'ai peut-être, sans le vouloir, contribué à une dynamique de critique ou d'insatisfaction permanente? Et aussi, de façon tout aussi importante, quand est-ce que moi j'ai eu besoin de me sentir admiré et que je ne l'ai pas été? Quand est-ce que moi j'ai eu besoin de me sentir capable et que j'ai été découragé? Ce bilan bidirectionnel est beaucoup plus utile que la version unilatérale où l'on se demande seulement ce que l'autre a fait de mal. Je veux maintenant vous parler d'un sujet qui me passionne particulièrement et qui est directement lié à la vitalité et au bonheur après 50 ans.
C'est la question de la pleine présence, ce que les praticiens du mindfulness appellent la présence consciente. Parce que j'ai observé chez les hommes comme chez les femmes qui ont réussi à construire un bonheur authentique après une séparation, une qualité commune. Une qualité qui n'est pas liée à leur intelligence, ni à leur beauté, ni à leurs ressources financières. C'est leur capacité à être vraiment présent dans leur vie, présent à ce qui se passe maintenant, à ce qui les entoure, à ce qu'ils ressentent, à ce qui est beau et précieux dans le moment présent. Cette présence, je le sais, peut sembler un luxe quand on est dans la douleur. Quand on souffre d'une séparation, quand on rumine, quand on s'inquiète pour l'avenir, être présent au moment présent semble presque impossible. Mais c'est précisément dans ces moments que cette pratique est la plus précieuse. Pas parce qu'elle fait disparaître la douleur, mais parce qu'elle vous empêche d'y ajouter la souffrance supplémentaire de la rumination, de l'anticipation anxieuse, de la reconstruction mentale obsessionnelle du passé. La pleine présence, dans le sens que je lui donne, ce n'est pas de la méditation ésotérique, ce n'est pas de la spiritualité mystique, c'est une pratique très concrète, très laïque, très ancrée dans la réalité. C'est simplement la décision prise régulièrement de diriger son attention vers ce qui est là maintenant dans ce moment. Le goût du café du matin, la lumière sur les feuilles d'un arbre, la texture d'un tissu, la voix d'une amie au téléphone, ces petites choses qui constituent la trame de la vie et qu'on ne voit plus quand on est absorbé par ses pensées. Et voici quelque chose de remarquable que j'observe chez les personnes qui développent cette pratique. Elles deviennent plus attrayantes, littéralement, pas parce qu'elles ont changé physiquement, mais parce que la présence se voit. Elle se sent quand vous êtes vraiment là, quand vous écoutez vraiment, quand vous regardez vraiment la personne en face de vous, au lieu de penser à autre chose, cette personne le ressent. Et elle se sent précieuse, importante, vue, et se sentir vue par quelqu'un est une des expériences les plus précieuses et les plus attractives qui soient. Donc voici une pratique simple que je vous recommande pour développer cette présence chaque jour. Choisissez un moment juste où vous vous engagez à être complètement présente, pas pendant 1 heure, pendant 5 minutes, peut-être pendant votre café du matin, peut-être pendant une promenade, peut-être pendant un repas. Pendant ces 5 minutes, éteignez votre téléphone, fermez votre ordinateur et soyez simplement là. Avec vos sens, avec votre corps, avec le moment qui est là. C'est tout. C'est simple. Et avec le temps, cette pratique s'étend, elle devient une façon d'être, une qualité de présence qui colore toutes vos interactions et toute votre vie. Maintenant, je veux vous parler d'un aspect que j'ai gardé pour ce moment de la conversation parce qu'il est à la fois très important et très délicat. C'est la question de la colère et du ressentiment. Parce que beaucoup de femmes qui ont traversé une séparation portent une colère qui est tout à fait légitime. Une colère contre leur ex, contre les circonstances, parfois contre elles-mêmes. Et cette colère, si elle n'est pas traitée, si elle n'est pas transformée, peut devenir un poison lent qui contamine tout le reste. Vos nouvelles relations, votre rapport aux hommes en général, votre énergie, votre santé, je ne vous demande pas de pardonner si vous n'êtes pas prête. Le pardon ne se commande pas et le pardon forcé est souvent une façon de refouler quelque chose qui doit être exprimé. Ce que je vous demande, c'est de ne pas laisser la colère prendre les commandes de votre vie parce que quand la colère prend les commandes, elle vous empêche de voir clairement, elle vous empêche de vous connecter authentiquement aux autres, elle vous empêche d'être présente à votre propre vie et elle est visible. Elle se perçoit dans votre façon de parler, dans votre façon de vous tenir, dans vos interactions. Et elle repousse exactement le type de personne que vous voulez attirer. Alors que faire de cette colère? La première étape, c'est de la reconnaître, de lui donner sa place, de ne pas la nier, de ne pas la minimiser, de ne pas la transformer en quelque chose d'autre. Oui, vous avez été blessé, oui, certaines choses étaient injustes, oui, vous avez le droit d'être en colère,
Reconnaître cela vraiment sans vous juger est la première étape. La deuxième étape, c'est de trouver des façons saines d'exprimer cette colère. L'écriture est une des plus efficaces. Écrire ce que vous ressentez sans filtre, sans vous censurer, dans un journal privé que personne ne lira. L'exercice physique à temps, c'est une autre façon très efficace. Courir, nager, frapper un sac de boxe, danser avec une intensité qui libère quelque chose dans le corps. Ces pratiques permettent à la colère de circuler, de s'exprimer sans faire de dégâts sur vos relations. La troisième étape, et c'est la plus difficile, c'est de chercher ce que la colère vous enseigne, parce que derrière chaque colère, il y a un besoin non satisfait, une valeur bafouée, une limite franchie. Et comprendre quel besoin, quelle valeur, quelle limite est en jeu vous donne une information précieuse sur vous-même, sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous voulez défendre dans vos relations futures. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'observe avec une certaine régularité et qui me préoccupe. C'est ce que j'appelle le piège de la comparaison. Après une séparation, beaucoup de femmes commencent à se comparer. Elles se comparent à l'hypothétique nouvelle femme dans la vie de leur ex. Elles se comparent à des femmes plus jeunes, plus minces, plus libres. Elles se comparent à qui elles étaient il y a 10 ou 20 ans. Et cette comparaison est systématiquement destructrice. Elle n'apporte rien de positif, elle ne vous aide pas à grandir. Elle vous maintient dans une posture d'infériorité imaginaire qui n'a aucun fondement dans la réalité. Parce que voici la vérité que j'ai observée dans des centaines de situations. Les hommes qui ont fait un travail sur eux-mêmes, ces hommes heureux, sans femme dont nous parlons depuis le début, ne cherchent pas une version plus jeune de leur ex. Ils ne cherchent pas quelqu'un de parfait selon les critères des magazines. Ils cherchent quelqu'un de réel, de vivant, de présent, de authentique. Et cela, vous pouvez l'être à 45 ans comme à 60 ans. Vous pouvez l'être avec vos rides et vos cheveux gris si vous les avez. Vous pouvez l'être avec votre corps qui a changé, avec votre histoire qui est riche et complexe, avec vos cicatrices et vos sagesses acquises au fil des années. Les cicatrices, d'ailleurs, je vais vous en parler un moment. Parce que dans notre culture de la perfection et de la jeunesse éternelle, les cicatrices sont vécues comme des défauts, comme des marques de défaillance, mais en psychologie, nous savons que les cicatrices sont des preuves de guérison. Elles sont la marque visible d'une blessure qui a été traversée, surmontée, intégrée. Et les personnes qui portent leurs cicatrices avec dignité, qui ne les cachent pas mais qui ne s'y complaisent pas non plus, ces personnes dégagent quelque chose de particulièrement fort et particulièrement beau. Elles dégagent la profondeur de quelqu'un qui a vraiment vécu. Alors arrêtez de vous comparer, arrêtez de vous évaluer selon des critères qui ne sont pas les vôtres. Et commencez à vous voir tel que vous êtes vraiment avec tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez à offrir, parce que vous avez beaucoup à offrir, bien plus que vous ne le croyez en ce moment. Je veux maintenant vous donner quelques outils supplémentaires très concrets, des pratiques que vous pouvez commencer dès aujourd'hui et qui vont progressivement transformer votre rapport à vous-même et aux autres. Le premier outil, c'est ce que j'appelle la pratique de la gratitude ciblée. Pas la gratitude générale du genre « je suis reconnaissante pour ma santé et ma famille » qui devient vite automatique et perd son effet. La gratitude ciblée, c'est la pratique de remarquer chaque jour une chose spécifique et précise pour laquelle vous êtes reconnaissante, quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Une conversation qui vous a touché, un moment de beauté que vous avez remarqué, un geste de gentillesse que vous avez reçu ou que vous avez donné. Cette pratique faite régulièrement recalibre votre cerveau pour qu'il remarque davantage ce qui est positif dans votre vie et elle a des effets mesurables sur votre humeur, votre énergie, votre ouverture aux autres. Le deuxième outil, c'est la pratique de l'acte courageux quotidien. Chaque jour, faites une chose qui vous fait un peu peur, pas une grande chose nécessairement. Peut-être engager la conversation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Peut-être exprimer une opinion que vous auriez normalement gardée pour vous. Peut-être essayer quelque chose de nouveau.
Ces petits actes de courage quotidiens construisent progressivement une image de vous-même comme quelqu'un de courageux, quelqu'un qui n'est pas paralysé par la peur, quelqu'un qui avance. Et cette image, vous la ressentez et les autres la ressentent aussi. Le troisième outil, c'est la pratique de la curiosité active. Soyez curieuse du monde autour de vous, des gens que vous rencontrez, des idées nouvelles, des expériences différentes. La curiosité est une des qualités les plus attractives qui soit parce qu'elle est contagieuse. Quand vous êtes vraiment curieuse de quelqu'un, quand vous posez des questions sincères, quand vous écoutez vraiment les réponses, cette personne se sent extraordinairement bien avec vous. Et elle veut passer plus de temps avec vous. Et elle veut passer plus de temps avec vous. La curiosité active est peut-être le meilleur outil de connexion humaine qui existe. Le quatrième outil, et celui-ci est particulièrement important pour les femmes qui traversent une période de doute sur leur attractivité, c'est la pratique de l'incarnation. L'incarnation, c'est le fait d'être vraiment dans son corps, pas seulement dans sa tête. Beaucoup de femmes, surtout après une séparation, ont tendance à se réfugier dans leur tête, dans leurs pensées, dans leurs analyses, dans leurs ruminations. Et ce faisant, elles perdent contact avec leur corps, avec leur sensorialité, avec leur présence physique dans le monde. Or, la présence physique, l'incarnation est fondamentale pour l'attractivité. Une femme qui est vraiment dans son corps, qui marche avec une conscience de son corps, qui parle avec toute sa présence physique, dégage quelque chose d'irrésistiblement vivant et attrayant. Comment développer cette incarnation ? Par des pratiques corporelles régulières, pas nécessairement le sport au sens compétitif, mais la danse, le yoga, la natation, le massage, la marche consciente dans la nature, toutes ces pratiques qui vous ramènent dans votre corps et qui vous reconnectent à votre présence physique dans le monde. Maintenant, je veux revenir sur quelque chose que j'ai mentionné au début et que je veux développer plus longuement parce que c'est peut-être la clé de tout ce dont nous avons parlé. C'est la question de la nécessité. Pendant longtemps, les femmes ont été nécessaires aux hommes d'une façon très concrète. Elles géraient le foyer, elles élevaient les enfants, elles assuraient la vie sociale du couple, elles s'occupaient de la vie émotionnelle. Et cette nécessité leur donnait une sécurité, un rôle, une place dans la vie de l'homme. Mais aujourd'hui, avec les transformations sociales que nous avons vécues, avec les hommes qui apprennent à gérer leur propre vie domestique et émotionnelle, cette nécessité fonctionnelle a diminué et beaucoup de femmes se retrouvent à se demander: si je ne suis plus nécessaire, suis-je encore désirable? Et voici ma réponse de psychiatre et de thérapeute qui a réfléchi à cette question pendant des années. La nécessité fonctionnelle n'a jamais été la vraie base du désir. Le désir, le vrai désir, n'est pas lié à ce que l'autre peut faire pour vous. Il est lié à qui l'autre est, à son énergie, à sa présence, à sa façon d'être dans le monde, à ce qu'il vous fait ressentir quand vous êtes avec lui ou avec elle. Et cette forme de désir, elle ne diminue pas avec l'âge, elle ne diminue pas avec l'indépendance. Au contraire, pour les personnes qui ont fait un travail sur elles-mêmes, elle s'approfondit, elle s'affine, elle devient plus riche et plus précieuse avec le temps. Donc la question n'est pas comment redevenir nécessaire, la question est comment devenir désirable. Et la réponse à cette question, vous l'avez maintenant. Vous devenez désirable en devenant pleinement vous-même, en cultivant votre authenticité, votre présence, votre vitalité, votre curiosité, votre courage, votre indépendance émotionnelle, en construisant une vie qui vous ressemble et qui vous rend heureuse indépendamment de la présence d'un homme, en développant vos compétences de communication, en cultivant vos relations, en prenant soin de votre corps et de votre sensorialité, en travaillant sur votre estime de soi et sur votre récit intérieur.
En transformant votre colère en énergie créatrice, en pratiquant la présence et la gratitude. Tout cela, c'est un programme ambitieux, je le reconnais, mais c'est un programme qui est à votre portée et c'est un programme qui, en plus de vous rendre plus attractif pour les hommes, va vous rendre plus heureuse, plus vivante, plus épanouie, indépendamment de votre situation sentimentale. Parce que c'est ça, finalement, la vraie victoire. Pas de récupérer un homme particulier, pas de prouver quelque chose à quelqu'un, mais de construire une vie que vous aimez vraiment, une vie qui vous ressemble, une vie dans laquelle vous vous réveillez le matin avec l'envie d'être là. Je veux vous parler maintenant d'un dernier aspect, et c'est peut-être le plus beau. C'est la question de ce que j'appelle la deuxième jeunesse intérieure. Parce que voici quelque chose que j'observe régulièrement chez les femmes qui ont fait ce travail sur elles-mêmes après 50 ans. Elles ne vieillissent pas de la façon dont elles pensaient qu'elles vieilliraient. Elles ne deviennent pas plus petites, plus effacées, plus invisibles. Elles deviennent plus grandes, plus présentes, plus elles-mêmes. Il y a une floraison qui se produit chez ces femmes, une floraison tardive, mais d'autant plus belle, qui est liée précisément à ce travail de retour à soi, de dépouillement des rôles, de reconnexion avec ses valeurs profondes. Cette deuxième jeunesse intérieure, je l'ai vue chez des femmes de 50 ans, de 55 ans, de 60 ans, des femmes qui, après des années de vie consacrées aux autres, ont commencé à se consacrer aux autres, ont commencé à se consacrer aussi à elles-mêmes. Et la transformation est parfois spectaculaire, pas dans le sens superficiel, dans le sens profond, dans le sens de quelqu'un qui a trouvé sa voie, son rythme, sa lumière propre. Et cette lumière, elle attire les hommes, bien sûr, mais elle attire aussi les amitiés, les opportunités, les expériences nouvelles. Elle attire la vie dans toute sa richesse. Alors je veux vous laisser avec cette image, pas l'image de l'homme assis seul à sa table le dimanche matin heureux dans sa solitude, mais l'image de vous, vous, dans quelques mois, dans quelques années, après avoir fait ce travail, assise à votre propre table, avec votre propre tasse de café, dans votre propre espace qui vous ressemble, pas seule par défaut, pas seule par résignation, mais présente à vous-même, vivante, curieuse, ouverte. Et si quelqu'un entre dans cette image, si quelqu'un choisit d'être là avec vous, ce sera parce qu'il vous aura vu vraiment, parce qu'il sera attiré parce que vous êtes vraiment, parce qu'il sera attiré parce que vous êtes vraiment, parce que la relation que vous construirez ensemble sera basée sur le choix et non sur le besoin, sur la liberté et non sur la peur, sur la richesse de deux personnes complètes qui décident de partager leur vie plutôt que deux personnes incomplètes qui espèrent que l'autre va les compléter. C'est ça la vraie réponse à la question du titre. Pourquoi de plus en plus d'hommes sont heureux sans femmes ? Parce qu'ils ont appris à être complets en eux-mêmes. Et pourquoi ça dérange ? Parce que cela nous oblige à nous poser la même question pour nous-mêmes. Êtes-vous complète en vous-même ? Êtes-vous heureuse en vous-même ? Et si la réponse est non, ou pas encore, c'est une invitation, pas une condamnation. Une invitation à faire ce travail magnifique, difficile, courageux, qui consiste à se retrouver soi-même et à construire une vie qui soit vraiment, profondément, authentiquement la vôtre. Et voici quelque chose que je veux vous dire avec toute la conviction qui est la mienne après des décennies de travail avec des tamas et des hommes qui traversent ces moments de transition. Vous êtes capable de cela. Vous l'avez en vous. Toutes les ressources dont vous avez besoin pour faire cette transformation sont déjà en vous. Elles ont peut-être été mises de côté, peut-être couvertes par des années de compromis et de rôles joués, mais elles sont là. Et elles n'attendent que vous. Les femmes de votre génération, celles qui ont entre 45 et 60 ans, sont parmi les femmes les plus riches d'expérience, les plus intelligentes émotionnellement, mais plus capables de transformation que j'ai jamais rencontrées dans ma pratique. Vous avez traversé des choses, vous avez survécu à des choses, vous avez appris des choses que les femmes plus jeunes ne savent pas encore. Et cette richesse, cette profondeur, cette sagesse acquise dans la difficulté, c'est une force immense. C'est votre force, ne la minimisez pas, ne la cachez pas. Utilisez-la.
Je veux aussi vous dire quelque chose sur les hommes, quelque chose que je dis rarement en public, mais qui me semble important dans ce contexte. Les hommes qui ont fait ce travail sur eux-mêmes, ces hommes heureux sans femmes, ils ne sont pas vos ennemis, ils ne sont pas en train de vous rejeter collectivement. Ils sont en train de devenir des partenaires potentiellement bien meilleurs qu'ils ne l'étaient avant, des partenaires qui ont appris à gérer leurs émotions, qui ont appris à communiquer, qui ont appris à être présents, des partenaires qui cherchent une égale, une femme complète, une femme vivante. Et si vous faites votre propre travail, si vous devenez cette femme, la rencontre entre vous et ces hommes pourra être quelque chose de vraiment beau. Quelque chose de différent de ce que vous avez peut-être connu jusqu'ici. Une relation entre deux personnes qui se choisissent librement, qui se respectent profondément, qui s'admirent sincèrement et qui construisent ensemble quelque chose de plus grand que chacun d'eux séparément. C'est possible. Je l'ai vu, je l'ai accompagné et je veux que vous sachiez que c'est possible pour vous aussi. Avant de terminer, je veux vous donner un récapitulatif des actions concrètes que je vous ai proposées tout au long de cette conversation parce que les bonnes intentions sans action ne changent rien. Faites l'inventaire de votre authenticité, définissez un projet personnel qui vous appartient vraiment. Travaillez sur votre récit intérieur en remplaçant les mensonges par des vérités basées sur des preuves réelles. Reconstruisez et enrichissez votre vie sociale. Prenez soin de votre corps et de votre vitalité sexuelle. Développez votre indépendance émotionnelle en construisant votre boîte à outils de régulation émotionnelle. Apprenez à communiquer à partir de vos besoins profonds plutôt que de vos jugements. Renforcez votre estime de soi en notant chaque soir 3 actions alignées avec vos valeurs. Pratiquez la pleine présence pendant 5 minutes par jour. Transformez votre colère en énergie créatrice. Arrêtez de vous comparer. Cultivez la gratitude ciblée. Faites un acte courageux quotidien. Développez votre curiosité active. Pratiquer l'incarnation à travers des activités corporelles régulières. Ce sont 15 pratiques concrètes. Vous n'avez pas à toutes les faire en même temps. Choisissez une ou deux qui vous parlent le plus en ce moment, qui correspondent à ce dont vous avez le plus besoin et commencez là, juste là, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Parce que chaque jour que vous passez dans l'attente, dans la passivité, dans la rumination, est un jour de moins pour construire la vie que vous méritez. Et vous méritez beaucoup. Vous méritez une vie pleine, riche, vivante, aimante. Vous méritez d'être vu, choisi, désiré, respecté. Vous méritez une relation qui vous élève plutôt qu'une relation qui vous élève plutôt qu'une relation qui vous diminue. Et vous méritez avant tout d'être heureuse par vous-même, en vous-même, pour vous-même. C'est ça la vraie révolution, pas la révolution des hommes heureux sans femmes, mais la révolution des femmes heureuses avec elles-mêmes, des femmes qui ont décidé de ne plus attendre la permission d'être heureuses, des femmes qui ont décidé de prendre leur vie en main, de se retrouver elles-mêmes, de rayonner leur lumière propre dans le monde, Et croyez-moi, quand cette révolution se produit en vous, le monde autour de vous en est transformé, les gens autour de vous en sont transformés, et les hommes qui vous entourent, y compris peut-être celui que vous avez aimé et que vous aimez peut-être encore, le perçoivent. Ils le sentent et ils sont attirés par ça d'une façon qu'aucune stratégie de séduction n'aurait jamais pu produire. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Et je sais que certaines choses que j'ai dites ont peut-être été difficiles à entendre. Je sais que certaines ont peut-être remué des choses douloureuses. Et je vous les ai dites avec respect, avec affection, avec la conviction que vous êtes capable de les entendre et d'en faire quelque chose de beau, parce que c'est ce que vous êtes. Des femmes capables, des femmes profondes, des femmes riches d'une vie vécue avec intensité. Et cette richesse, ce n'est pas votre passé, c'est votre avenir. Si cette conversation vous a apporté quelque chose, si elle vous a donné ne serait-ce qu'une idée, une piste, une étincelle, partagez-la avec une femme que vous aimez et qui en a peut-être besoin, parce que nous avons toutes besoin, parfois,
que quelqu'un nous rappelle qui nous sommes vraiment et ce dont nous sommes capables. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne parce que nous continuerons à explorer ensemble ces questions essentielles sur la vie, l'amour, la psychologie, le bonheur et la façon de vivre pleinement à chaque âge de l'existence. Prenez soin de vous, vraiment, profondément, avec la même générosité que vous avez toujours donnée aux autres. Vous le méritez, vous l'avez toujours mérité et il n'est jamais trop tard pour commencer. Et